Bonjour à tout le monde, bienvenue à cet atelier de ce jeudi après-midi. On a connu toutes sortes de défis, mais on est vraiment très heureuse, devrais-je dire, d'avoir parmi nous la présidente qui participe à notre atelier. Et elle a pas mal de brou dans le toupette, mais ça paraît même pas. C'est vraiment fabuleux. C'est plus de joie que de brou. Donc, Regarde, je me présente, je suis Annick Malenfant, je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire English Montréal. Et puis, j'ai la chance et l'honneur aujourd'hui de travailler avec une équipe de belles et de magnifiques professionnels, certaines qui se sont fait faire des cheveux, en tout cas, c'est fabuleux. Je vous présente Claude, que vous connaissez bien sûr, qui est la présidente de l'association. Je vous présente également Julie Paris de Learn. Allô? Mais il ne faudra absolument pas négliger les belles dames qui se sont jointes à nous et qui sont au cœur justement de cet atelier-là sur la phrase négative. Et donc, on a Patricia Passarelli, Bonjour. qui est enseignante dans une de nos écoles à la Commission scolaire English Montréal, et Laure Bensoussan qui... voilà, ton micro est allumé? Oui. Oui, super, merci. Alors, merci à Laure d'être là également. Deux enseignantes de nos écoles primaires, bien sûr. Donc, on est ici aujourd'hui pour se parler de grammaire. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, vous la voyez, c'est déjà sourire à l'écran. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas déjà, Claude est passionnée de grammaire et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à elle, de même qu'à Julie, parce que j'avais besoin de collaboratrices tout particulièrement ferrées et qui s'y connaissaient en grammaire pour me lancer dans cette belle aventure-là. D'où ça vient ce projet de travailler la phrase négative, de travailler la grammaire? Bien, écoutez, c'est ma 14e année comme conseillère pédagogique à la Commission scolaire English Montréal et ça fait des années et des années que j'entends des enseignants, des enseignantes, plus rarement du secondaire parce que je travaille au primaire, mais de 5e, de 6e année qui me disent « Mais ça doit faire! Ils ne savent pas écrire, ils ne savent même pas conjuguer le verbe avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? » Je ne suis pas la seule qui a déjà vécu ça comme commentaire, que des gens entendent ce genre de commentaires-là. Puis vous savez tout aussi bien que moi que ce n'est pas parce que les profs des années précédentes n'ont rien fait avec les enfants, bien au contraire. Ils se sont acharnés corps et âme pour essayer de leur faire acquérir différentes notions, tout particulièrement en grammaire. Et évidemment, ce qui se produit bien souvent, c'est qu'il y a plusieurs élèves qui ne retiennent pas ou qui n'arrivent pas à transférer les notions enseignées. Alors là, d'où mon besoin, mon désir profond et mon questionnement, comment pouvons-nous faire les choses autrement? Parce que si on répète et on répète et on reproduit d'année après année quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est fort peu probable qu'on arrive à des résultats différents. Et donc, on va se retrouver encore dans 5 ans à 10 ans à entendre le même discours des enseignants qui disent « ça ne veut rien faire ». Donc, d'où mon questionnement et mon besoin d'aller chercher des experts en la matière. Comment pouvons-nous faire autrement pour enseigner la grammaire? Et c'est un peu le cœur, le nerf de ce projet dont vous voyez le titre, « Aborder la phrase négative via la littérature jeunesse ». On s'était donné des objectifs, puis on a été vraiment très contente de les atteindre. Julie, je ne sais pas si tu peux me changer la diapo, s'il te plaît. Voilà. Vous n'hésitez pas à marquer vos commentaires, à nous interrompre au besoin. Ça va nous faire plaisir de vous écouter, de vous lire. On a Julie qui va gérer le clavardage et qui va nous interrompre au besoin. Alors, je vais le faire. Je vais donner l'exemple tout de suite. On a une question. Est-ce que cet atelier pourra être pertinent pour une classe d'ILSS au secondaire? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le contenu est très précis, c'est la phrase négative, mais je pense que ce qui est intéressant de l'atelier, c'est la démarche qui est proposée. Parce qu'on a décidé d'aborder la grammaire autrement et on a décidé de l'aborder via la littérature jeunesse et on a décidé de l'aborder surtout aussi de par une démarche d'observation. Et ça, je pense que ce sont deux grands principes qui sont utilisables à tous les niveaux
et fort probablement avec toutes les notions. J'attire d'ailleurs l'attention des gens qui sont peut-être moins familières avec la progression des apprentissages. Vous savez que dans la progression des apprentissages, la majorité des éléments qui sont nommés, ça commence par le verbe « observer ». Et c'est un peu ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, je suis dans la première phase, justement, de du plan de notre atelier d'aujourd'hui. Donc, la mise en contexte. On fera par la suite, en fait, Julie fera par la suite une petite présentation, un survol de la démarche générale et de la démarche d'observation grammaticale qu'on a suivie, qui nous a été proposée par notre experte universitaire, donc par Claude. On fera ensuite de ça un tour d'horizon de la phrase négative, les concepts plus théoriques. Claude nous en parlera. Elle maîtrise assez bien la matière, vous allez voir. Et ensuite de ça, on va laisser vraiment la place à nos enseignants qui vont nous parler de la séquence d'activités qu'elles ont créées, qu'elles ont expérimentées en classe. Et puis, on fera finalement, dans un 5e temps, un retour sur la mise à l'essai parce qu'elles ont fait une mise à l'essai des activités créées avec leurs propres élèves. Et finalement, on se croise les doigts pour avoir le temps de le faire en fin de parcours, un partage de ressources, non seulement les activités qui ont été créées dans le cadre de ce projet-là, donc c'est un projet PDIG, et d'autres ressources qui ont été créées à ma commission scolaire, donc à notre commission scolaire, devrais-je dire. Alors, sur ce, rapidement, on regarde les objectifs. Je ne les répéterai pas, je pense que je les ai déjà pas mal mentionnés. Donc, je pense qu'on peut se lancer dans la contextualisation. Claude, à toi la parole. Merci. Donc, Julie, je vais te demander de laisser entrer les gens qui seraient peut-être un peu en Bien retard. sûr. Merci. Donc, un des grands concepts, là, c'est un peu, comme Annick l'a mentionné, d'essayer de penser autrement l'enseignement de la grammaire, surtout par rapport à ce qui nous est proposé dans le matériel didactique. Souvent, le défaut majeur, il y a plusieurs défauts dans le matériel didactique qui nous est fourni malheureusement, mais un des grands défauts, c'est que ce n'est pas contextualisé à quelque chose qui fait sens pour les apprenants. Ce n'est pas toujours en lien avec ce qu'on voudrait vraiment aborder comme thème, comme matériel, comme texte, etc. Pourtant, c'est vraiment important de contextualiser les apprentissages grammaticaux. Pourquoi? Parce que, comme Annick l'a mentionné, un des grands problèmes auxquels on fait face comme enseignant, c'est le problème du transfert des connaissances apprises en contexte de production. Donc, on veut que nos connaissances apprises de façon plus déclarative, explicite, soient éventuellement transférées. C'est un grand défi, mais en contextualisant les enseignements, l'apprentissage de la grammaire, on a déjà plus de chances que ce soit éventuellement transféré. Ça rend également la grammaire accessible et signifiante, donc elle fait sens pour l'apprenant parce qu'elle est dans un contexte réel. Elle est plus accessible également parce que selon les textes qu'on choisit, l'apprenant va comprendre le texte et si on lui fait voir que la grammaire, elle est dans ce texte-là et qu'elle permet en fait le texte, bien, ça fait que la grammaire, en fait, elle est là à son accès, à sa disponibilité. Par ailleurs, quand on contextualise la grammaire, qu'on la travaille à partir de vrais textes, de textes intéressants, appropriés pour nos apprenants, ça leur permet de développer des stratégies d'apprentissage qui sont transversales dans leurs autres contextes d'apprentissage de la langue ou des autres disciplines scolaires, en fait, qui sont des habiletés inductives, comprendre les patterns qui s'observent, les régularités dans ce qu'on voit, dans ce qu'on comprend. Développer leur conscience métalinguistique, comprendre le fonctionnement de la langue, pas seulement du français, mais d'autres langues également, et développer leur autonomie dans leur apprentissage, puisqu'on le sait, on ne sera malheureusement pas là pour leur tenir la main au courant de tous leurs apprentissages. Heureusement ou malheureusement, en tout cas, ça dépend de la relation que vous avez avec tous vos apprenants, bien sûr. Ensuite, pourquoi? D'accord, mais il y a le pendant, le comment. Comment est-ce qu'on peut contextualiser la grammaire? Julie, peux-tu... Merci. Donc, ça peut être par des expériences communes vécues par les élèves. On fait parler les élèves, on recueille ce qu'ils nous disent et ça devient un matériau d'observation de la langue. Ça peut être par les autres disciplines, en travaillant des autres disciplines, en allant chercher des textes des autres disciplines, que ce soit en univers social, en sciences ou autres.
on peut aller vers cette porte-là également. Par des documents authentiques, ce qui est vraiment au cœur de la pratique du français langue seconde, on le sait. Ça peut être des documents audiovisuels, des textes de divers genres, ça peut être des chansons, mais ça peut également être de la littérature jeunesse, qu'on soit au primaire ou au secondaire, ou même aux adultes. Il y a des gens, il y a plein d'enseignants de français langue seconde qui se tournent désormais vers la littérature jeunesse pour enseigner des connaissances linguistiques, dont de la grammaire. Merci, Claude. Je vais continuer, moi, en présentant les démarches là, que Claude nous a amenées, donc la démarche générale et la démarche d'observation grammaticale. Je vous avertis, ça va aller assez rapidement parce que je veux faire un survol. Par contre, par la suite, vous avez accès à la présentation, donc si ça vous intéresse plus ou si vous voulez réutiliser ces démarches-là, vous allez avoir tout le détail si vous voulez. Et ce que je veux dire également, c'est que, bon, je fais un survol. Plus tard, quand nos deux extraordinaires enseignantes vont présenter leur séquence, bien, elles font les deux démarches. Alors, vous allez les voir en action concrètement, qu'est-ce que c'est. Alors, la première démarche, c'est la démarche générale, c'est elle qui chapeaute tout. Donc, 3 étapes, une première lecture de l'album jeunesse, ensuite une relecture suivie des activités grammaticales comme telles. Et l'étape 3, c'est vraiment l'étape de réinvestissement. So, grosso modo, pour la première lecture, donc on parle d'une lecture interactive du livre, une activité de prélecture, une intention de lecture, et une activité qui porte sur les 4 dimensions de la lecture. Pour l'étape 2, donc, on fait une relecture du livre et c'est là où on va vraiment faire de l'observation grammaticale. Donc, la démarche, elle est ici d'observation. Et pour la 3e étape, c'est tout simplement de réinvestir ce qui a été appris, l'élément grammatical, dans une production. Donc, ça, c'est la démarche générale. Pourquoi une deuxième lecture? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est que lorsqu'on fait une deuxième lecture, c'est qu'on peut avoir une meilleure compréhension de tous nos élèves en salle de classe, plus d'aisance à travailler avec le texte parce qu'on a compris le sens et on a une plus grande participation des élèves dans notre classe. Il ne faut pas oublier que notre première intention quand on fait la lecture, ce n'est pas l'observation grammaticale. Vraiment, c'est toujours la compréhension, l'interprétation, l'appréciation et la réaction au texte. Et peut-être une note, quand on commence à s'intéresser à l'élément grammatical à partir de la littérature jeunesse, ça va prendre du temps. Donc, n'importe quelle pratique, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Et aussi, ça va se développer par étayage. Fait qu'on va faire de la modélisation, de l'accompagnement guidé et on va le refaire 1, 2, 3, 4 fois. Alors, notre fameuse démarche d'observation grammaticale, ça se réalise à peu près en 6 étapes. Alors, la première, c'est la prise de conscience. La deuxième, on parle du corpus d'exemples. 3e, la manipulation. 4e, la verbalisation. 5e, conscience interlinguistique. Et en 6e, ça va être vraiment la formalisation. Donc, en deuxième lecture, je vais les reprendre rapidement puis expliquer quand même un petit peu ce que ça veut dire. Alors, pour la prise de conscience en deuxième lecture, c'est que les élèves vont observer la façon dont l'histoire est écrite. Donc, on ne s'intéresse plus seulement au sens, mais vraiment à comment est-ce qu'elle est écrite. Donc, c'est le plan métalinguistique. Le corpus d'exemples, c'est que l'enseignant va prendre différents exemples, extraits du livre qu'il va extraire et c'est là-dessus qu'on va observer l'élément grammatical. En 3e lieu, c'est qu'on va inviter les élèves, souvent en diade ou en sous-groupe, parce que c'est intéressant aussi pour le côté interaction, à manipuler les exemples qu'on a extraits de notre livre. Et en 4e, c'est vraiment de les amener à verbaliser leurs observations, qu'est-ce qu'ils ont observé, etc., et toujours en équipe. La conscience interlinguistique, c'est vraiment d'amener les élèves à réfléchir à ce qu'ils ont trouvé, leurs observations, puis faire des liens avec leur langue maternelle, donc leur langue première. Est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des différences? Et à la fin, on formalise le tout. Donc, on va prendre les observations et on va les noter soit dans un aide-mémoire, dans un outil où on prend des notes de référence pour l'élève. Donc, ça, c'est grosso modo la démarche pour l'observation grammaticale.
Ce qui est hyper important ici, il y a plusieurs choses sur la diapo, je vais essayer d'y aller rondement. Il faut vraiment, vraiment privilégier différentes opérations cognitives. On les a ici. Il faut amener les élèves à classer les éléments, à comparer les bouts de phrases, par exemple, à les organiser, tester les choses qui ne fonctionnent pas, à justifier leur observation. Pourquoi ils ont mis ça là? Pourquoi ils ont nommé telle chose? Et à synthétiser à la fin. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'il faut essayer d'utiliser plusieurs entrées pour faire sens d'une notion. Ce qu'on veut dire ici, c'est que quand ils observent, il faut qu'ils manipulent, ils vont discuter, ils vont écrire. Plus on utilise de différentes manières, plus ça va rentrer dans leur tête, ça va rester dans leur mémoire à long terme. Et en même temps, les enfants, les élèves, ados et même adultes, ils vont être davantage engagés que de remplir une petite feuille de verbe. Et ce qui est super important, c'est le travail en collaboration et la pratique de l'oral, parce qu'évidemment, on veut que ces discussions-là se fassent en français le plus souvent possible. Et peut-être 3 conseils là, pour terminer. Quand on travaille un élément syntaxique les premières fois, quand on va choisir un livre, c'est sûr que dans le livre, on ne retrouvera pas tout ce qu'on veut. Par exemple, pour la phrase négative, on n'avait pas toutes les formes de négation possibles parce que le livre n'a pas été écrit pour faire la grammaire. Hein? Donc, dans les documents authentiques, comme ça, on ne retrouvera pas toutes nos règles de grammaire comme on aimerait dans un cahier d'exercice. Ensuite, il faut laisser les élèves manipuler, tester les groupes de mots. Et j'aime bien l'expression d'une de mes collègues ici, il faut les laisser sécher. Hein, un petit peu. Alors, il ne faut pas leur donner les réponses. On a tendance à voir quand ils ne savent pas trop, de les pister ou de leur donner des réponses. Non, il faut prendre le temps de laisser reposer et de ne pas donner tout cru dans le bec, comme on dit. Et le troisième conseil, finalement, c'est d'utiliser différents organisateurs graphiques pour noter leurs observations. Alors, on peut avoir des diagrammes de veines, on peut avoir des tableaux, etc. Et nos collègues enseignants vont nous en présenter quelques-uns lors de leur séquence. Alors, ça fait rondement un tour et je vais laisser la parole à Claude. Donc, avant d'aborder la séquence, on a décidé d'inclure dans notre atelier un mini tour d'horizon grammatical. Donc, c'est vraiment des notions grammaticales pour vous sur la phrase de forme négative en français langue seconde. Qu'est-ce qu'on veut savoir en fait? Qu'est-ce qui nous intéresse? Petit rappel de connaissances. Ce rappel-là va se retrouver dans le document qui sera partagé également. Donc, moi aussi, je dirais que on va faire c'est un survol que je vous propose parce qu'on veut laisser toute la place à Patricia et à Laure qui vont vous parler de ce qui s'est passé dans leur classe, comment ça s'est mis en forme. Donc, allons-y. Phrase de forme négative en français, langue seconde. Je suis allée piger, en fait, dans différentes présentations que j'ai déjà données sur le sujet. Donc, tout d'abord, ce qui est intéressant de savoir sur la négation en français, contrairement aux autres langues romanes, c'est-à-dire l'espagnol, l'italien, le roumain et mon Dieu, le portugais. Excusez, j'ai failli l'oublier. Donc, les autres langues romanes utilisent seulement un mot pour dire la négation. En espagnol, par exemple, c'est no, c'est tout. Et non 2 mots, comme nous en français. C'est peut-être pour ça qu'on passe notre vie d'enseignant à répéter tout le temps d'utiliser les 2 mots de négation. Ça se peut. Il y a aussi d'autres sources, d'autres explications à cette difficulté-là à laquelle on fait face. Donc, pourquoi il y a 2 mots? Tu peux... Oui, merci. Donc, sachez que... Tu me donneras le signal, Claude. OK, d'accord. Je fais comme ça. Oui, oui. Prochaine. Donc, sachez qu'avant, bon, il y a quand même très longtemps, on parle du 17e siècle quand même. Donc, on disait seulement « ne » en français, comme dans les autres langues romanes. Donc, on disait seulement « ne », alors que de nos jours, c'est un peu spécial puisqu'on dit seulement « pas » en fait. C'est un peu spécial. La raison pour laquelle on a 2 mots, c'est que à partir du 17e siècle environ, les gens, les locuteurs du français
ont commencé à mettre l'accent sur à quel point ils ne voulaient pas ou à quel point ils ne voulaient pas manger ou ils ne voulaient pas faire avancer, ils ne voulaient pas. Donc, en voulant mettre l'accent sur la négation, les gens ont commencé à ajouter un mot. Par exemple, je veux tellement pas en boire de ton breuvage que je n'en boirai goutte. Puis, je veux tellement pas y aller à ton party que je ne ferai pas un pas, c'est-à-dire comme une enjambée. Au fil du temps, le pas a pris le pas, excusez-moi l'expression, sur les autres marques d'emphase là, pour exprimer la négation. Oui, on aurait pantoute. Ça, je connais pas l'origine de pantoute. Ça serait intéressant de la vérifier. Mais c'est pas du tout, en fait, mais en tout cas, c'est pas grave. Ce qui fait que chez les locuteurs francophones en général du français, souvent, on a des fautes à l'oral qui sont un peu spéciales où on a en fait, on a 3 mots de négation qu'on a commencé à utiliser. Vous le faites probablement à l'oral, à l'occasion, dire, par exemple, « Oh, il n'y avait pas personne dans la salle. » Et là, en fait, on a « ne », « pas » et « personne ». Ça fait un peu too much en négation. Tu peux passer, Julie. Donc, pour former une phrase négative, de forme négative en français, sachez ou rappelez-vous qu'il y a 2 grands types de phrases négatives. Il y a des phrases négatives totales où on essaie de nier la phrase au complet, une phrase syntaxique au complet, le sujet, le prédicat, tout ce qui vient avec. À ce moment-là, les moyens qu'on a en français pour l'exprimer, c'est ajouter une paire d'adverbes négatifs, c'est-à-dire le ne pas, le classique, autour du verbe conjugué ou de l'auxiliaire quand on a affaire à un verbe conjugué à un temps composé. Tu peux passer, Julie. On a également des phrases négatives dites partielles, c'est-à-dire où on veut nier juste un aspect, juste un élément de notre phrase syntaxique. Si, par exemple, on veut nier seulement un groupe du verbe qui est à l'infinitif, bien, on va dire ne pas coller devant le verbe à l'infinitif. Donc, ce n'est pas vrai que c'est toujours ne pas autour du verbe. Ce n'est pas assez précis. Autour du verbe conjugué, là, ça, c'est vrai. Mais si on a un verbe à l'infinitif, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en français. Parce qu'on ne veut pas nier, en fait, toute la phrase syntaxique. Si on veut nier seulement un modificateur ou bien un complément de phrase de temps, à ce moment-là, on va remplacer le groupe syntaxique qu'on essaie de nier par un adverbe négatif, puis en plus, on va ajouter notre ne. Si on veut nier seulement un groupe du nom, bien, on a également en français d'autres moyens, c'est-à-dire utiliser un pronom négatif. Puis là aussi, on va ajouter notre ne quand même. Donc, ce n'est pas seulement 2 adverbes toujours. On a l'adverbe ne, oui, mais après ça, on a toutes sortes de choix selon ce qu'on désire vraiment nier dans notre phrase. Tu peux passer, Julie? D'autre part, il faut se rappeler qu'en français langue seconde, nos apprenants passent par une série d'étapes quand ils essaient d'acquérir la négation. Donc, il faut toujours avoir ça en tête parce que parfois, on a l'impression qu'il y a des retours en arrière. On se dit, mais voyons, mais avant, il me disait correctement. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Il dit quelque chose de vraiment bizarre. C'est normal, ça fait partie des stades d'acquisition naturelle de la négation en français langue seconde. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus depuis quand même longtemps. Et donc, on a l'impression qu'il y a des retours en arrière, mais c'est juste dans le processus d'acquisition normal. C'est comme ça, peu importe la langue d'origine ou la langue dominante de nos apprenants. Donc, il ne faut pas trop stresser, il faut être un peu patient. Par contre, ce qu'on peut faire, tu peux passer, Julie, c'est oui, d'accord, il y a des stades d'acquisition, mais nous, notre effort, en fait, c'est d'amener l'apprenant à passer plus rapidement d'un stade à l'autre. C'est à ça, en fait, qu'on sert généralement. À peu près n'importe qui peut apprendre une langue s'il y a vraiment beaucoup d'efforts puis de motivation et tout. Mais nous, comme enseignants, ce qu'on veut faire, c'est accélérer le processus, c'est donner toutes les clés pour que ça aille plus vite parce qu'on n'a pas, 20 ans devant nous pour apprendre une autre langue seconde juste comme ça dans la vie. On essaie d'accélérer les choses. Comment on peut faire? C'est par l'observation explicite, c'est par l'engagement de l'apprenant dans la réflexion, c'est en lui faisant faire des liens avec son autre langue, etc. Je termine sur pourquoi est-ce que ce serait important de savoir qu'en français, on construit une phrase de forme négative en utilisant 2 mots, ne, pas, généralement,
autour du verbe conjugué. En tout cas, c'est notre façon la plus fréquente. Pourquoi ce serait nécessaire, vu que de toute façon, à l'oral, on dit juste pas. C'est quoi le problème? Ça peut devenir intéressant par la suite pour mieux comprendre la construction des phrases puis aller travailler des notions qui sont peut-être un peu plus compliquées. Par exemple, être capable d'identifier s'il s'agit d'un verbe conjugué pour ensuite le gérer comme il faut, faire son accord comme il faut, vérifier qu'on a tous nos morceaux dans notre phrase. C'est une des manipulations syntaxiques ultra intéressantes pour identifier qu'on a affaire à un verbe. Il faut le placer, par contre, dans la tête de notre apprenant d'abord. Donc, il faut travailler la négation pour ensuite pouvoir l'utiliser en tant que manipulation syntaxique pour faire autre chose dans la vie, comme vérifier si notre phrase syntaxique est bien construite, a tous ses morceaux. Et voilà. Merci beaucoup, Claude. Je vais passer à la diapo. Alors, est-ce que tu veux la présenter, Annick? Vas-y, je te laisse. Oui, certainement. Alors, le clou de notre atelier, c'est la présentation de la séquence qui est la séquence d'activités. Ce sont les activités clés en main. Ça a été créé par nos deux enseignantes, Laure et Patricia. Je vais reprendre le contrôle du partage d'écran, Julie, parce que je crois qu'on commence par la présentation. Oh, non, en fait, non, pas tout de suite, je m'excuse. Non, il y a une première diapo. Je m'excuse d'avoir un tout en erreur. J'ai voulu aller trop vite. Ça va, je repartage. Vous voyez bien? Oui, on voit bien. Prochaine diapo? Oui, s'il te plaît. Puis, Laure et Patricia, à vous l'honneur de nous présenter en gros le résumé de votre séquence. Puis ensuite de ça, j'irai dans Biblius pour vous. OK, merci Annick. Alors, bonjour, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter le projet sur lequel on a travaillé, moi et Laure, pendant une bonne partie de l'année. Donc, je suis un petit peu nerveuse, mais c'est la première présentation de groupe, donc j'espère que ça va bien aller. Alors, on va commencer. Alors, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est évidemment les étapes à suivre lorsqu'on va utiliser la littérature jeunesse. Donc, nous, on a utilisé le livre « Qui a peur de quoi ?» Donc, en première étape, c'est la première lecture du livre. Donc, on présente aux élèves le livre en question. Ensuite, on discute un peu de l'album avec eux. En deuxième étape, il va toujours avoir une relecture. Ça, Julie en a un petit peu parlé là, au début là, de la présentation. Donc, c'est les mêmes étapes qui reviennent. Donc, la relecture du livre. Ensuite de ça, pour après ça, aborder les activités grammaticales qu'on veut travailler autour de ce livre-là. Puis, en troisième étape, évidemment, il va y avoir un réinvestissement. Puis, ça va être à travers le réinvestissement de la notion grammaticale, mais cette fois-ci à travers l'écriture. Donc, on va vous faire un petit peu vivre ce que nous, on a vécu en classe avec nos élèves. Prochaine slide. OK. Alors, comment ça fonctionne en classe de 6e année avec un album jeunesse? On a choisi l'album jeunesse Qui a peur de quoi? Et on a essayé de trouver justement la notion grammaticale qui serait appropriée à travailler et d'où le thème, le titre de cet atelier. Donc, en classe, on a projeté l'album jeunesse sur le tableau blanc où on peut avoir une copie version papier aussi parce que ce n'est pas toutes les écoles qui ont accès à un tableau. Parfois, donc avoir l'un ou l'autre, là, ça se fait très, très bien. On avait les deux en classe. On a invité les élèves à faire des prédictions sur l'histoire et on a alimenté la discussion en fonction de leurs réponses. Donc, par exemple, Patricia, si tu joues le rôle de l'élève, je vais te demander, OK, voici l'album jeunesse qu'on va lire. Que vois-tu sur la page couverture? Là, ce qu'on a eu comme réponse des élèves, mais là, je joue le rôle d'élève, ce qu'on a eu beaucoup en classe de la part de nos élèves, c'est qu'ils ont beaucoup accroché sur le titre. Donc, sûrement que ça va parler des peurs parce qu'on voit le mot peur à l'intérieur du titre. Ensuite de ça, on s'est dirigé vers les images. Les élèves ont parlé des images qu'ils voyaient sur la page couverture. Donc, on voit des personnages, il va sûrement avoir des personnages. C'est sûrement ces personnages-là qui ont des peurs. Après ça, on voit aussi des animaux. On voit un crocodile, on voit un bocal avec des poissons. On voit différentes choses sur la page couverture. Donc, c'est un petit peu les réponses qui sont attendues et qu'on a reçues, nous, lors de l'expérimentation. OK. Annick, est-ce que tu pourrais ouvrir le livre, qu'on puisse faire un essai? Certainement, avec plaisir. Donc, je partage mon écran. Donc, Qui a peur de quoi? Le livre est disponible sur Biblius. Sur Biblius. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, peux-tu aller à la page, aux 2 pages suivantes?
OK. Alors, je vais tasser En les bas? petites fenêtres. Oui, je tasse les fenêtres qui m'empêchent d'avoir accès aux petites flèches. Donc, voilà. La suivante. L'autre aussi. Oui, la suivante. Et voilà. Alors là, on a demandé aux élèves d'observer parce que la clé, c'est l'observation. J'ai demandé à un élève de commencer à lire parce qu'ils adorent lire devant tout le monde. Les 6e années, ils adorent se donner en spectacle. Donc, à tour de rôle, un élève lisait une page à la fois, puis je leur posais la question à tout le monde, qu'observes-tu? Donc, Patricia, veux-tu lire, s'il te plaît? Oui, je vais faire ça. Alors, Grégoire a peur du noir, Basile a peur des crocodiles. OK. Je ne sais pas, Annick, si tu peux, tu peux le zoomer un petit peu, peut-être une page en bas à droite? Ouais, Est-ce OK. que c'est ce que tu veux? Ouais, mais descendre, peut-être jouer avec pour On que voit plus la les page. participants puissent voir. OK. Donc, c'est ça. Alors là, je leur ai demandé qu'est-ce que vous observez. Et je vous demande, vous, les participants, si vous pourriez écrire dans le chat, qu'est-ce que vous observez? Mais il faudrait, Annick, que tu joues avec parce que je ne pense pas qu'ils ont accès à tout. Ou revenir au format initial. D'accord. Donc, s'il y en a qui veulent écrire dans le chat des réponses des élèves, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils remarquent, parce qu'on travaille beaucoup l'observation. Oui, effectivement. Je ne vais pas lire à voix haute les réponses pour ne pas induire. Mhm. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut préciser au niveau des couleurs, peut-être? Ouais. Le vert pour les crocodiles, le noir pour Il y a d'autres réponses aussi. Il y a d'autres réponses. Il y avait d'autres réponses pour des élèves. Oh oui, toute la place, effectivement. Les mots qui changent de couleur, c'est vrai. Oui. Catherine Alors, est très bonne effectivement, les observatrice. œufs sont ressortis souvent. Alors, toutes ces prédictions, c'est un brainstorming, c'est un chauffement, là. Les fleurs en forme d'œuf. On va lire la page suivante, si tu veux, Annick, s'il te plaît. Oui, on continue à lire. On va à la page suivante. C'est toutes des bonnes réponses. Bravo. Là, Adrien, lui, n'a peur de rien, ni de l'orage qui gronde la nuit, ni de jouer avec les serpents du zoo d'à côté. Que remarquez-vous, chers élèves? Qu'observes-tu? Écrivez dans le chat. On ne fera pas tout l'album, mais c'est juste pour vous donner un petit message. Donc, écrivez dans le chat ce que vous remarquez. Oui, les rimes sont différentes, effectivement. La grosseur là, de l'écriture. Encore le noir et le vert, effectivement. Utilisation du nid, oui. OK, on va continuer. Alors, parfois, Adrien énerve un peu Grégoire et Basile. OK, on continue. Continue, Annick. Éléonore a peur des dinosaures. Lou a peur de perdre son doudou. Mélie a peur des tigres sous son lit. Ça va? Donc, ce qui est ressorti aussi, je ne l'ai pas lu dans le chat, je suis sûre que je l'ai manqué, mais c'est le lien entre les couleurs et les vêtements. Donc, les couleurs et les personnages, les couleurs et les vêtements, les couleurs et leur peur, c'est surtout ressorti. Annick, s'il te plaît, la prochaine page. Mais Adrien n'a peur de rien, ni de prêter son doudou au chien du voisin, ni des promenades à dos de Diplodocus, ni même des coups de griffes de son félin. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ces images-là aussi? Vous pouvez l'écrire dans le chat. J'ai un élève qui a remarqué quelque chose sur Adrien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il porte des lunettes. Alors, j'ai un élève qui m'a dit il porte probablement des lunettes que son grand-père lui a remises parce que lui, il avait des peurs, puis maintenant, les lunettes l'aident à ne plus avoir peur de rien du tout. Donc, je trouvais que c'était assez profond. La niche n'est pas colorée. Oui, c'est vrai. OK, donc ce qu'on a fait ensuite,
Est-ce que tu veux Et revenir? aussi, ce qu'on avait aussi comme commentaire des élèves, c'est que c'était seulement Adrien qui n'avait pas de peur, puis tous les autres personnages dans l'histoire avaient tous des peurs, sauf Adrien. Ouais, Donc, et des évidemment, on ne va peurs pas qui vous lire restent. le livre au complet, mais ça suit quand même un petit peu cette logique-là à travers le Ouais. livre. Puis aussi. après chaque image, les élèves, vraiment la discussion, l'oral était là, ils adorent parler, ils ont vraiment, vraiment beaucoup aimé dès le départ l'album. Et ce qu'on a fait, on a lu tout l'album jusqu'à la fin. Puis Annick, si tu peux revenir, s'il te plaît, au slide, la Oui, présentation. c'est Julie qui va reprendre le Ah, contrôle. d'accord, merci. On joue au tango aujourd'hui. Et Alors, puis, là, une fois. c'est ça. Non, excuse-moi, vas-y. Vas-y, Patricia, Oui, c'est à ton tour. Alors, c'est ça. Après la première lecture du livre, ce qui arrive, c'est que là, on fait une petite activité de prolongement. Ce qu'on demandait aux élèves à ce moment-là, c'est à l'aide du document qui est fourni, c'était de les placer tout d'abord en équipe de 2. On faisait des équipes qu'on avait fait nous préalablement. Puis ensuite de ça, on leur demandait d'associer les noms des personnages à leur peur. Puis il y avait aussi comme consigne à respecter aussi, c'était de nous indiquer en bas de la page de la feuille quelle stratégie ils avaient utilisée pour être capables de pouvoir faire cet exercice-là. Donc là, il faut se souvenir qu'ils ont eu seulement une première lecture du livre. Donc, là, il y a eu un petit peu un moment de panique en classe quand en tout cas, moi, quand j'ai fait l'exercice avec les élèves, il y en a qui disent est-ce qu'on a le droit au livre, on ne se souvient pas de tout. Il y a eu un petit peu de moments où est-ce qu'ils ne savaient pas comment procéder. Il devait sécher ça, sur la feuille. oui, c'est ça. Donc, alors là, il a fallu qu'ils se trouvent une façon de réussir à trouver les réponses sans avoir accès au livre pour une deuxième lecture, puis aussi d'avoir un peu de travail d'équipe, puis de coopération et de collaboration, en fait. Fait que là, mais ce qui est important aussi pour cette première activité-là, on ne fait jamais référence à l'activité grammaticale qu'on veut mettre en lumière ici, qui est les phrases négatives. L'activité n'a rien à voir avec ça, mais c'est juste une première activité justement pour revoir le livre, revoir les personnages, porter une attention particulière sur les mots. Donc, c'est un petit peu ça le but de cette première activité-là. Et là, on va vous montrer un peu les résultats qu'on a reçus de nos élèves. Donc, on voit ici des exemples. D'un côté, on voit que la première équipe ici a réussi à associer les personnages à leur peur. Puis on voit que la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils avaient reconnu que le nom des personnages et les peurs rimaient. Donc ça, c'est la stratégie qu'eux avaient utilisée. Tandis qu'on voit que la deuxième équipe ici, eux, n'ont pas réussi à comprendre ça, n'ont pas vu qu'il y avait des rimes. Donc, ils sont plus fiés sur une stratégie qui était de mémoriser ou de se souvenir de l'histoire. Mais je dois dire par contre que la plupart des groupes dans la classe, et moi j'ai deux classes, les deux classes ont réussi en général à voir qu'il y avait des rimes. Il y a quelques équipes qui n'avaient pas vu ça, mais on voit encore la même chose. Il y a une équipe qui a réussi, l'autre qui n'a pas réussi, mais qui a utilisé une stratégie qui était différente, qui n'est pas nécessairement arrivée aux bonnes réponses au complet. Mais je dois dire que pour cette activité-là, ils ont quand même bien fait, ils ont bien réussi. Après réflexion et discussion entre partenaires, ils ont réussi à voir que, les noms, il y a des rimes, il y a des choses qui rimaient. Donc, quand même, ça s'est bien fait malgré qu'il y en a qui avaient eu un petit moment de panique au début, là, parce que des fois, on le sait, quand on lit des choses, on fait des choses en classe avec nos élèves, on pense qu'ils nous écoutent, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est là que la panique arrivait pour certains d'entre eux parce qu'ils n'avaient peut-être pas écouté autant qu'ils auraient voulu l'histoire, donc ils pensaient qu'ils devaient avoir tout retenu l'histoire, mais en fait, non. Il fallait trouver la stratégie ici qui était de reconnaître qu'il y avait des rimes. Donc, ça, c'était une première activité qui a été faite après la première lecture du livre. OK. Alors ensuite de ça, après l'activité dont Patricia a parlé, on a fait une relecture très brève de l'album jeunesse, puis on leur a proposé l'activité de classer les phrases. Et justement, je ne sais pas, Julie, si tu as le timer pour demander à nos participants d'essayer de classer les phrases, pas de classer, mais de penser, de se mettre à la place de l'élève et de penser comment ils auraient classé ces phrases que vous voyez au tableau. Mais il faut dire aussi qu'on leur avait dit qu'il y avait qu'il fallait qu'ils les classent en deux catégories, en deux groupes différents. Donc, il y avait juste l'option de faire 2 groupes. Donc, inscrivez dans le chat comment vous pensez que... C'est sûr que vous le savez déjà un petit peu parce que c'est le thème, mais les élèves ne le savaient pas au début. Donc,
On les a guidés au fur et à mesure pour classer toujours en diade les phrases qui leur avaient été proposées. Ils devaient découper et classer sans coller tout de suite. Et au fur et à mesure que les équipes travaillaient, on passait entre les équipes pour les guider, parce qu'on ne voulait pas leur donner tout de suite la réponse. On voulait vraiment qu'ils arrivent à cogiter et à trouver un accord commun ou des points communs, comment les classer. Et on va vous montrer les réponses qu'on a eues ensuite, les sortes de classements qu'on a eues ensuite. Si tu me permets, là, je n'ai pas parti le 2 minutes parce que les gens écrivent dans la boîte y a de pas de souci. commentaires. On va le faire. C'est super intéressant parce que, bon, phrases affirmatives, négatives, mettre les phrases, les peurs qui se ressemblent ensemble. On a un garçon-fille, c'est classique. Garçon-fille, ben oui. On va montrer les résultats ensuite. Oui. Alors, c'est intéressant de voir comment ils pensent que leurs élèves auraient pu classer ces phrases. Et c'est important de bien séparer, d'avoir de l'espace physique pour bien séparer les équipes et de leur demander dès le départ de chuchoter, de ne pas donner la réponse à haute voix, sinon ça gâche l'activité. Puis, c'est très intéressant de passer discuter avec chaque équipe, merci Julie, et voir comment ils pensent, puis les guider. Ah non, ce n'est pas par ordre alphabétique. Il y en a qui ont classé par ordre alphabétique. Non, vous recommencez, ce n'est pas par ordre alphabétique. Au début, ils étaient frustrés, mais je leur ai dit non, vous êtes capables. Fait que finalement, il y avait classement par animaux, classement par... c'était peur, pas peur. C'était presque ça, ce qu'on voulait. Et à chaque fois, je leur disais... Ouais, merci Julie. Je les guidais, je leur disais non, c'est pas ça, essayez encore. Et finalement, toutes les équipes ont eu la bonne réponse. Et il y avait des équipes fortes qui n'arrivaient pas à avoir la réponse. Pourtant, c'était tellement évident pour eux, j'imagine, ils n'ont pas eu la réponse. Et ils ont réussi à les classer de façon positive et négative. Ensuite de ça, Julie, tu veux passer au diapo suivant? Ouais. Alors, on a fait un retour en grand groupe pour mettre en évidence certaines phrases tirées de l'album, en les recopiant au tableau, entre autres, soudain, Adrien se sent mieux versus Adrien ne se sent pas très bien. Et on leur a demandé, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le sens qui est travaillé? C'est quoi que tu veux, comme message tu veux communiquer? Donc, encore une fois, avec la discussion des élèves, il y en a toujours qui donnent des réponses, meilleures ou pas que d'autres, et on construit à partir de leurs réponses pour les faire verbaliser. On a poursuivi avec d'autres phrases. Il tremble, il pleure, il transpire, il frissonne, il a mal au ventre. La même chose, c'est quoi la phrase négative? Il ne tremble plus, ne pleure plus, ne transpire plus, ne frissonne plus. Donc, c'est quoi les mots de négation qui ressortent à chaque fois de ces phrases-là? On a continué aussi avec les autres phrases de l'album. Julie, s'il te plaît, la prochaine slide. Laure, est-ce que tu me permets d'ajouter une petite remarque? Je vais juste ramener un des principes que Julie a mentionné. Ces phrases-là sont tirées de l'album. Elles n'ont pas été transformées par Laure et Patricia. Elles sont tirées de l'album, oui. Exactement. Donc, on se limite un peu à ce que l'album fournit. Si l'album est bien choisi ou au contraire, si on a bien choisi la notion grammaticale à faire observer, bien, on se concentre sur ce que l'album nous fournit. C'est déjà énorme et suffisant comme matériau. Oui, il y avait à peu près, je pense, 12-13 phrases, donc ça s'est très, très bien fait. On a continué en créant un aide-mémoire, en mettant en surbrillance les mots de négation et la structure, la construction de la phrase négative, donc le ne plus le verbe conjugué plus pas, ou le ne plus le verbe conjugué plus, ou le ne plus le verbe conjugué plus rien, et finalement le ne plus le verbe conjugué plus personne. Donc, vraiment, l'aide-mémoire, c'est important pour eux parce qu'ils remettent en action ou ils appliquent ce qu'ils ont découvert ou réinvesti ou validé pour certains. Et finalement, l'activité 4 a l'air redondante, mais ce n'est pas redondant parce que parfois, moi, j'ai eu dans nos 2 groupes de 6e année, j'ai eu des absents. Donc, j'ai dû revenir souvent à la phrase négative, à l'album, la répétition, le rappel. Et donc, j'ai invité les élèves finalement à transformer les phrases
positives en phrases négatives. Encore une fois, c'est les phrases tirées de l'album. Puis ça s'est très, très, très bien passé. Finalement, pour aboutir à la dernière activité que Patricia va vous présenter. Alors, en troisième étape, il y a un réinvestissement de la notion grammaticale, là, cette fois-ci, à travers l'écriture. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à travers un jogging d'écriture, là, à ce moment-là, on peut le faire à travers leur journal ou nous, on travaille beaucoup avec le Google Classroom, donc peut-être donner ces options-là de cette façon-là, mais papier et crayon, ça fonctionne aussi, là. Donc, on avait des consignes précises qu'on donnait aux élèves, puis après ça, ils avaient des choix. Ils pouvaient choisir quelle option, qu'est-ce qu'ils voulaient utiliser, comment ils voulaient réutiliser la notion grammaticale. Donc, c'était de choisir une des 4 propositions, soit dans le journal, ou nous, on l'a fait aussi à travers le Google Classroom. Donc, ça peut être, si on a accès à la technologie en classe, c'est toujours un outil qui est agréable, parce que les élèves, des fois, ils aiment beaucoup plus le faire de cette façon-là. Puis là, on a fallu aussi répéter la consigne qu'il fallait qu'ils s'assurent d'utiliser les phrases de négation, puis ce qu'on avait vu avec eux, le ne pas, le ne plus, le ne rien, le ni jamais, donc toutes les différentes façons d'utiliser la négation dans une phrase. Et là, après ça, on leur a donné des options. Donc, l'option A, c'était tu es maintenant un loup et tu as peur de tout. Crée 5 nouveaux personnages de l'album et écris de quoi ils n'ont pas peur. Donc, ça, c'était un des choix qu'ils avaient. Ensuite, proposition B, c'était de choisir 2 personnages de l'histoire puis d'imaginer une suite, puis expliquer pourquoi ils n'ont plus peur, ils n'ont plus leur peur originale. Proposition C, c'était d'inventer une phrase qui rime avec leur prénom, puis ensuite d'écrire des peurs que tu n'auras jamais. Et il fait la même chose ensuite de ça avec 5 autres prénoms de camarades de classe. Et là, comme exemple, on a Claude n'aura jamais peur des perles chaudes ni des émeraudes. Donc, et ensuite, en proposition D, on avait aussi choisi 5 personnes de ta famille, écrit un texte pour comparer vos peurs entre elles. Par exemple, contrairement à papa, je n'ai pas peur de. Donc, ça leur faisait, encore une fois, travailler les phrases négatives. Donc, ils avaient le choix là, de prendre l'option qu'ils voulaient, mais encore une fois, en respectant la consigne qui était de construire des phrases négatives. Alors là, je pense qu'on va vous faire travailler un petit peu. Alors, on va vous demander, on a changé un peu la consigne. Non, on va revenir. On va changer un petit peu la consigne pour s'adapter à l'atelier d'aujourd'hui. Donc, on va vous demander d'inventer une phrase qui rime avec votre prénom pour décrire 2 peurs que vous n'aurez jamais. Donc, encore une fois, il faut utiliser des phrases négatives. Et faites la même chose avec le prénom, par exemple, peut-être de 2 collègues de travail avec lesquels vous travaillez. Avant d'écrire votre réponse dans la boîte de clavardage, attendez qu'on vous donne le signal pour vous laisser le temps de bien réfléchir à vos phrases, mais aussi pour ne pas nécessairement enlever des idées à d'autres. Puis après ça, on va essayer de lire un peu de vos phrases pour voir comment vous arrivez à créer des phrases qui peut-être vont être un petit peu drôles, mais aussi en utilisant la négation. Alors, on va vous laisser quoi, 2 minutes pour penser à des phrases, puis ensuite on va leur dire d'aller dans la boîte de clavardage. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Exactement. Donc, OK. 2-3 minutes. Et puis, Ouais. go, tout le monde, on partagera nos réponses par la suite. Hein, le go, Catherine. Désolée. Tu étais trop fière de ta phrase, je comprends. Non, je pense qu'il y en a peut-être qui ont déjà leur phrase, puis on peut leur dire d'aller écrire. Non, pas tout de suite, là. Non. On va leur laisser 1 minute encore, qu'ils OK. réfléchissent, qu'ils attaquent. OK. Ensuite, on pèse sur la touche retour. Ah, ben, il y Ah, il y en arrive. a qui ont déjà, ouais.
ça déroule les réponses. Donc, si vous ne l'avez pas, la réponse, la phrase, finalement, si vous ne l'avez pas écrite et partagée dans le chat, c'est peut-être le moment de le faire. J'ai un petit peu de temps, Patricia et Laure, pour en lire quelques-unes. Ça vous va? Oui, oui. Alors, je vais commencer en haut. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la phrase de Dominique, personnellement. Vas-y. Tu peux lire Attends une la minute, Claude. faut que je la Ça va revienne. pas. Dominique est partie sur le thème des fines herbes, c'est merveilleux. Dominique n'aura jamais peur du basilic, Julie n'aura jamais peur du persil et Lysandre n'aura jamais peur de la coriandre, c'est merveilleux. Wow. C'est poussé. C'est tout contextualisé aux fines herbes, j'adore ça. Ben oui. Moi, j'aime bien Judith, ne craindra jamais les bibittes. Hein? Annie-Claude n'a pas peur des fraudes. Caroline n'a pas peur des algues marines. Valérie n'a pas peur des petites souris. Manon n'a pas peur des ballons. Oh, Catherine n'aura jamais peur de la scarlatine ni des vieilles ruines. Cathy n'aura jamais peur des Wistiti ni des ovnis. Et Dana n'aura jamais peur des ananas ni des koalas. Je m'appelle Roxane et je n'aurai jamais peur des bananes ni des organes. Sophie n'a jamais peur des souris. Amy n'aura pas peur des biscuits. Karine n'a pas peur de sa voisine, j'espère bien. Je suis Sylvia, je n'ai jamais eu peur des chats. Amélia n'aura jamais peur des souris. Ça ne rime pas, mais ça vient d'Annick. Je ne l'avais pas vu. Patricia et Laure n'auront jamais plus peur de présenter un atelier à la QFLS. Ah, voilà. C'est bon, celle-là. Ouais, c'est Alors, bon. en fait, Nanick, c'est vrai, ça ne rime pas. Ben oui. Il aurait fallu inverser les éléments de la phrase. Fait que voilà, donc il y a différentes phrases. Donc, c'est amusant de faire ça quand même avec les élèves. Ils nous trouvent toutes sortes de phrases ludiques ou thématiques, dépendamment. Alors, c'est une belle activité, je pense, pour justement réinvestir à la fin la notion qui a été vue en salle de classe. Alors, je vous relaisse la parole, mesdames. Oui, parce que là, on va, avec les différentes propositions qu'on avait demandées aux élèves, on a des exemples de, je ne vais pas tout lire, là, mais on a, par exemple, pour la première proposition A qui était que tu es maintenant loup puis tu as peur de tout, puis de créer 5 personnages. Donc, on a un exemple de ça d'un élève qui a écrit Zoé n'a plus peur des poupées, elle est comblée. Jasmine n'a pas peur des piscines, maintenant elle est divine. Lily n'a plus peur des monstres sous son lit. Elle ne doit pas faire pipi. Christina n'a plus peur des ballerines. Maintenant, elle a une amie, Sabrina, qui fait des achats. Pipo n'a plus peur des monstres. Il a besoin de pas se stresser trop. Lolo n'a plus peur des avions. Maintenant, il peut aller à des places pas avec son camion. Puis Audrey n'a plus peur des araignées. Maintenant, il peut l'aimer. Donc, ça, c'est un exemple avec la première proposition. Puis, si on va à la prochaine page, on ne lira pas tous les exemples, là, mais on a aussi un exemple avec la proposition C. Donc, Luigi n'a peur de rien, même pas un gros méchant chien. Jenisha n'a jamais peur de recevoir des notes mauvaises ni d'avoir un C dans son essai. Nikki n'a pas peur des présentations orales, même si elle n'est pas toujours une étoile. Albert n'a peur que du noir et surtout quand c'est le soir. Maxime a peur de ne pas avoir d'argent, c'est effrayant. Et Christina n'a plus peur des araignées qui lui font battre le cœur. Donc, ça l'amène à des textes qui sont quand même bien recherchés. Les élèves cherchent les rimes, travaillent la négation. Donc, ça l'amène à... Surtout l'écriture, souvent, c'est pas facile là, pour les élèves quand c'est une longue seconde. Donc, ça les amène à écrire d'une façon différente, puis d'avoir des textes que, surtout des élèves que des fois n'ont pas d'idée quoi écrire et tout ça. Donc, ça l'amène à des belles productions. C'est ce qu'on a pu remarquer en réinvestissant le livre de cette façon-là. Je vois aussi une belle utilisation de mots assez recherchés en termes de vocabulaire. C'est vraiment intéressant de voir que ce besoin de trouver des mots qui riment les a amenés à utiliser un vocabulaire quand même assez riche. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. On veut voir ce genre de réinvestissement-là. J'ajouterais une mini-remarque aussi, c'est qu'avec tous ces textes-là produits par les élèves, ça devient
du matériel authentique, du matériau qu'on peut réutiliser pour faire observer autre chose ou bien revenir sur d'autres constructions possibles de la phrase de forme négative. Parce que c'est quand même du matériel qui est signifiant pour les élèves, c'est eux-mêmes qui l'ont produit, là. On peut passer peut-être à la prochaine diapositive, Julie, s'il te plaît. On va faire un rapide retour sur ce que vous avez vécu, tout particulièrement en classe. Laure, on voit que les belles productions que les élèves ont faites. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que… Les bons coups. Oui, les bons coups. Les bons coups, c'est que les élèves étaient super motivés, ils étaient super engagés. Ils voulaient tous parler, même ceux qui participent moins, c'est aller les chercher. Ils voulaient vraiment faire un partage. Ils avaient de belles réponses aussi, de belles hypothèses. C'était presque un petit peu d'éthique aussi. On parlait de tout là. Surtout quand il y en a un qui m'a sorti les lunettes d'Adrien. C'est pas son grand-père probablement lui a donné ces lunettes pour surmonter ses peurs personnelles. En tout cas, c'était vraiment de très, très belles interactions. Ils voulaient lire, ils voulaient vraiment partager, ils se contredisaient, ils argumentaient. Ouais, c'était vraiment très, très, très beau. Et puis, quand c'était le travail en diade, il y avait beaucoup d'entraide entre les élèves. C'est très motivant, hein. Deux têtes valent mieux qu'une. Donc, ouais, c'était formidable comme expérience. J'étais honnêtement un petit peu sceptique avec l'album. Je me suis dit 6e année, c'est peut-être un peu bébé. Mais non, ils ont les couleurs, tout, ça a super bien fonctionné. Oui, puis ça a été une belle opportunité, je crois, de faire parler les élèves en français. Ouais. Ce qui est toujours un défi, mais de façon authentique. Là. Donc, ceux et celles qui me connaissent savent à quel point je suis mordue de cette compétence 1, la C1 en français dans le seconde. Patricia, vous avez connu quelques défis. Tu nous en parles un peu, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est surtout au niveau des activités, parce que surtout l'activité 2, quand on leur demandait d'aller classer les phrases et tout ça. Donc, point de vue espace en classe, des fois, c'est pas évident. Puis on veut vraiment que chaque équipe trouve sa propre réponse et pas en train d'entendre les autres se dire les réponses et tout ça. Fait que, je sais pas, c'est un petit peu un défi. Des fois, il a fallu qu'on déplace l'espace dans lequel on travaillait. Peut-être on en a envoyé aussi un petit peu dans le corridor proche de la porte pour être sûr que chaque équipe arrivait avec sa propre réponse et que ce n'était pas une réponse qui copiait d'une autre équipe. Donc ça j'avoue que c'est un petit peu un défi parce que dès qu'ils entendent les autres parler, là, ça devient qu'ils ne viennent pas avec leur propre réponse à eux. Donc ça, moi et Laure, on a trouvé que c'était un des grands défis pour une de ces activités-là. Puis aussi, de garder toujours en tête la notion grammaticale qu'on doit cibler puis réinvestir. Donc, ça aussi, ça devient des fois un défi parce que le livre nous amène à parler, à faire des discussions avec les élèves, mais en fait, l'idée aussi du livre, c'est de travailler une notion grammaticale. Donc, il faut toujours garder ça en tête là, quand on fait l'activité avec les élèves. Donc, jamais perdre ça de vue. Donc, ça c'était aussi un petit défi qu'on a trouvé pour nous. Là. Donc, c'est ça, c'était les plus grands défis, en fait. Là. OK, excellent. Puis, on va conclure votre portion par un conseil qui vaut vraiment son pesant d'or. On a ri, je pense, pendant 1 heure de temps quand tu nous as parlé justement de ça. On te laisse la parole, Laure. Tu veux que je parle de laisser sécher sur la feuille? Ah ben bien sûr! Je vais parler d'abord de bien connaître. Je pense que c'est important de bien connaître ses équipes à un certain moment de l'année. Je me dis, faire ça en septembre, on n'aura pas le même résultat que rendu au mois de janvier, février. Il faut vraiment bien connaître ses équipes, savoir qui va bien travailler ensemble, quel élève ne va pas faire tout le travail pour l'autre élève. Donc, de créer des équipes hétérogènes, de bien connaître ses élèves, ça c'est un 1. De faire preuve de souplesse et d'accepter toutes les solutions qui sont proposées par les élèves. Pour ne pas les fermer aussi, hein, pour ne pas les brusquer, les fermer, avoir un œil ouvert quand on reçoit une réponse d'un élève et quand on n'est pas sûr, de leur demander de s'expliquer pourquoi tu penses ça, qu'est-ce qui te fait penser à ça, donne-moi tes raisons, justifie-toi. Donc, laissez-les parler. Et finalement, surtout, le dernier conseil que je donnerais, c'est n'ayez pas peur de les laisser sécher sur la feuille. Ils veulent toujours avoir la réponse. Oui, mais je les classe comment?
moi, je ne leur ai pas donné le classement. Je leur ai dit, regarde, tu as les phrases, débrouille-toi, classe-les-moi. Oui, là, ils ont commencé à paniquer. Je dis, non, tu sèches sur la feuille, vous êtes 2 à réfléchir, vous ne pouvez pas me dire que vous n'allez pas arriver à un consensus en trouvant des points en commun. Et après 5 minutes, je passais, je leur disais, OK, ne t'inquiète pas. Et là, ils n'arrivaient pas à trouver certaines équipes, pas toutes, heureusement. Et finalement, je leur ai dit, OK, je les guidais un peu plus. Mais il ne faut pas avoir peur de laisser-les cogiter. C'est ça mon mot de la fin. Ben, puis j'apprécie que tu aies terminé avec ça parce que s'il y a un élément à retenir, je pense que c'est ça, dans une démarche d'observation, dans une approche qui est davantage à la découverte, qui, on l'espère, portera fruit et permettra davantage de transfert. Je pense que cette portion-là, de ne pas donner les réponses tout crues dans le bec, je pense qu'elle est cruciale. Et si les élèves ne sont pas habitués à ça, ça peut justement provoquer un peu de malaise, un peu d'inconfort. Mais je pense qu'en réinvestissant ce genre d'approche à plusieurs sources, dans plusieurs contextes, avec plusieurs autres éléments grammaticaux ou autres, ça pourrait être aussi d'observer des éléments prosodiques à l'oral. Donc, il y a lieu de laisser du temps aux élèves pour réfléchir, se creuser la tête, se questionner. Et donc, le laisser sécher sur la feuille, je pense que c'est un conseil qui est tout à fait judicieux. Donc, merci à vous deux pour votre partage. Je ne sais pas si c'est des questions, des commentaires ou si on les garde pour la fin. Ah, je viens de voir que Claude a répondu à quelqu'un. On garde ta question pour plus tard dans 5 minutes. Donc, on répondra aux questions. On voudrait vous partager quelques ressources parce que c'est vraiment toujours très intéressant de pouvoir partir d'un atelier en ayant des activités clés en main. Donc, vous voyez à gauche la séquence qui a été créée, qui vous a été présentée aujourd'hui par nos 2 enseignants, donc à partir du livre « Qui a peur de quoi ». On a manqué un peu de temps pour apporter la touche finale à cette activité-là, de même qu'à l'autre activité que vous voyez, l'activité qui a été créée à partir du livre ABC. C'est notre équipe du cycle 2. Si vous avez le goût de vous joindre à nous juste après cet atelier-ci, c'est l'équipe du cycle 2, des enseignants de cycle 2 qui présentera cette séquence-là. Donc, ces 2 séquences-là seront déposées d'ici quelques semaines. On va laisser le temps à Claude de respirer un peu, de conclure les dossiers en lien avec la QFLS et ce sera déposé sur notre site à la IMSB, le site du primaire. Julie, si tu pouvais déposer, s'il te plaît, le lien. OK, tu veux que je mette le lien? Oui, s'il te plaît. Donc, gardez-le, mettez-le dans vos favoris. Il y a une section qui s'appelle « Activités clés en main ». Il y a une tonne d'activités de toutes sortes. Et si on descend, vous allez voir les activités, voilà, grammaire à partir de la littérature jeunesse. Vous allez voir, vous aurez accès donc à l'activité qui s'appelle Gilles, Monstrerie, Doubacho. Je me suis aventurée à un moment donné parce que je trouvais que les enseignants travaillaient trop peu le documentaire. Je me suis lancée avant de connaître la démarche proposée par Claude pour essayer d'exploiter un documentaire, donc celui-ci, Les animaux du Québec, qui permet de travailler le pronom de remplacement. Vous en avez une autre démarche clé en main d'activité grammaticale sur le verbe avec le livre donné et une autre activité qui a été faite par une collègue sur la phrase. On ajoutera les 2 séquences, donc celle-ci, celle que vous venez de vivre avec Laure et Patricia, de même que celle qui sera présentée dans l'atelier qui suit sur le féminin, le genre des noms en fait. Ça se retrouvera à cet endroit sur notre page d'ici quelques semaines. Il y aura également 2 autres séquences qui seront proposées, qui seront présentées. Pendant que j'y suis, je m'excuse, je me permets de sauter cette diapositive-là. Il y en aura 2 autres qui seront présentées, qui ont été créées par Claude et elles ont été créées à partir du même abécédaire. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a possibilité, avec un même livre, de faire des exploitations qui sont très différentes. Donc, dans le cas de l'abécédaire qui s'appelle d'Alex Azoé, vous verrez qu'il y a une activité de syntaxe et une autre qui est basée sur le verbe, si je ne me trompe pas. Oui, la conjugaison. Voilà.
Donc, ça se retrouvera. Copiez le lien que Julie vous a partagé qui mène à la page des activités clés en main de notre site de Français langue seconde. Et sous peu, vous aurez les 4 séquences dont je viens de parler qui seront ajoutées. Parfait. Et Donc, voilà. il nous reste un petit peu de temps, on a 10 minutes. Claude, est-ce que tu voulais parler des ressources ici que tu as mis sur la diapo rapidement? Très, très rapidement, donc dans le diaporama, en fait, qu'on va partager également là, dans l'onglet ressources là, du Congrès pendant la période de rediffusion, vous aurez l'hyperlien vers un document qui a été produit par le ministère de l'Éducation, donc la direction de la formation générale des jeunes, par les programmes de français langue seconde et DILS pour travailler l'album en classe. En annexe, il y a la démarche aussi, puis des pistes pour identifier des albums jeunesse qui seraient pertinents pour travailler de la grammaire. J'écris avec mon collègue une chronique dans la revue Le Pollen depuis 2016 déjà. Donc, on en écrit 3 par année depuis 2016. Et il y a une des chroniques qu'on a proposées qui traite de la phrase de forme négative. Donc, si jamais ça vous tente d'aller la consulter, c'est une des chroniques de la revue Le Pollen. Merci. Et ben là, voilà, je vous amène à la dernière diapo. Mais avant de vous remercier de votre attention pendant l'atelier, s'il y a des questions ou des commentaires, je peux peut-être prendre des questions dans la boîte de clavardage. Je vais essayer de la retrouver. Oui, on avait une question d'Annie-Claude. Voilà. C'est adaptable au cycle 2. Oui, c'est ça. Est-ce que ça s'adapte bien au cycle 2? Oui. Ben, tu as remarqué, tu as fait une très bonne remarque à Annie-Claude, c'est-à-dire ça se peut que les rimes, ce soit un peu plus difficile. Personnellement, je vois très bien possiblement l'ajout d'une autre période dans la séquence qui serait vraiment, qui serait axée sur, OK, avant de les lancer dans l'écriture puis d'intégrer, de réinvestir la phrase de forme négative, on va se faire une séance de remue-ménage lexical à partir des noms de tous les élèves dans la classe. Donc, sortir le vocabulaire en groupe de façon collaborative. Comme ça, ils auront des outils lexicaux, ils auront aussi les outils grammaticaux pour la phrase de forme négative. C'est ça, ben, c'est surtout aussi parce que les noms des élèves, c'est en anglais. C'est comme j'ai un élève Phoenix, puis là, j'essaie de penser à une rime ou X. Jackson. Il ne ressemble pas à Obélix. Oui. Il ne ressemble pas à Obélix. Oui, mais c'est ça. Les élèves connaissent la série Astérix, mais je faisais juste me dire c'est ça, que certains noms de leurs amis ou même de leurs parents, ce serait peut-être quelque chose de plus difficile là, au 2e cycle, en 3e année, par exemple. Il faut travailler un petit peu le vocabulaire avec eux préalablement à ce moment-là, de faire vraiment comme un tempête d'idées, de mots et tout ça, là, avec les sons. Peut-être que ce serait pour le 2e cycle, parce que le 3e cycle, c'est sûr qu'ils ont plus de vocabulaire, mais même à ça, il a fallu qu'on les aide aussi un peu. Là. Donc, il y a des mots on les a aidés aussi, mais c'est sûr qu'au 2e cycle, il faut travailler beaucoup plus de vocabulaire avant de pouvoir faire une activité comme celle-là. Ouais. Ce qui est intéressant dans la démarche proposée par Patricia et Laure, c'est que dans l'atelier, vous avez vécu un déclencheur d'écriture, mais elles avaient proposé des choix de déclencheurs d'écriture. Donc, c'est sûr que si l'inspiration vient moins vite pour un déclencheur, chaque élève va être libre de choisir le déclencheur qui le stimule plus. Là, il n'y a pas d'autres questions. Voyons. Mais non, ça devrait être très clair. Super clair. Donc, sinon, vous êtes comme... C'est super intéressant, en tout cas. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, je vais peut-être clore la session. On va aller reprendre notre souffle parce qu'on en a un autre à donner dans quelques minutes. Ouais. D'autres types d'albums à proposer pour des élèves de 3e cycle, peut-être? Oui, c'est ça. C'est parce que vous avez Constellation. Il ne faut pas oublier Constellation quand même là, comme site Internet intéressant pour trouver des ressources ciblées par cycle scolaire et par niveau de difficulté
selon FLS ou ILS. Donc, n'oubliez pas cette ressource-là qui est excellente. Puis ensuite, on peut aller faire des recherches soit dans les bibliothèques municipales, soit sur Biblius, ou bien il y a d'autres bibliothèques désormais là, en ligne. Ça peut être intéressant. C'est sûr qu'il faut les voir, il faut consulter le texte soi-même pour voir si est-ce qu'il y a quelque chose de grammatical là-dedans qui serait intéressant. C'est peut-être aussi important de rappeler que ce ne sont pas tous les livres là, qui ont un potentiel grammatical intéressant. C'est sûr qu'il y a des verbes dans tous les livres de la vie quasiment, avec des mots écrits en tout cas, presque. Ce n'est pas une raison pour faire de la grammaire puis des verbes de la conjugaison, parce qu'il y a des verbes dedans. Donc, ça dépend vraiment de chaque livre. Est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est quelque chose à développer. Mais Laure et Patricia ont vu rapidement que dans le livre qu'elles ont choisi, il y avait de la répétition des structures ciblées. Donc, c'est pour ça qu'elles ont choisi de travailler la phrase de forme négative. C'est pas qu'elles voulaient travailler la phrase de forme négative au départ, c'est que le livre qu'elles voulaient lire, c'est ce qu'il y avait dedans. C'est ça. C'est vraiment l'idée. C'est ça, dans le fond, c'est ce que je suis d'accord avec toi, Claude. Quand on était à la recherche d'un livre, le livre nous a amené après ça avec la notion grammaticale. C'est pas le contraire, parce que souvent, c'est ça qui est difficile. Quand on veut travailler absolument quelque chose, c'est difficile de trouver un livre qui va vraiment rencontrer nos besoins. Faire l'inverse. Ouais, donc, Isabelle Mélus dit qu'elle ne voit pas l'album, mais il est sur Biblius. Il y a 28 exemplaires. Oui, en fait, je vais Ça juste dépend de la commission scolaire. préciser effectivement. C'est que Isabelle, je ne sais pas de quelle commission scolaire vous êtes, mais c'est que si ce n'est pas sur votre Biblius, c'est probablement parce que l'achat n'a pas été fait par les bibliothécaires ou par la personne responsable des Biblius à votre commission scolaire. Nous, on en a fait l'achat localement parce qu'effectivement, ce n'est pas une ressource qui est dans la collection partagée et donc qui est financée par le ministère de l'Éducation. On peut toujours en faire la demande, là, quand même. Bien sûr, nous, localement, quand on a un livre qui nous intéresse, on contacte notre bibliothécaire et on lui demande de faire l'achat. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même façon chez vous, mais il faudrait juste vérifier à ce moment-là. Mais elle vient de préciser sa question sur le site Le Français au primaire, sur le site qu'Annick tu as présenté. Non, il n'est pas encore la leçon n'est pas la séquence, c'est-à-dire n'est pas encore disponible, c'est ce qu'on expliquait. Ça va être dans le courant de deux prochaines semaines, fort probablement. Il nous reste à faire une petite révision avant de le publier. Donc, retournez voir ce site-là, puis quelque chose me dit que vous risquez de trouver d'autres choses qui vont vous intéresser. Tout le site est assez pertinent. C'est un ensemble de ressources qui ont été créées par mes collègues et moi-même. Et c'est destiné à l'enseignement du français langue seconde au primaire. Vous avez, entre autres, la section activités clés en main, mais si vous cliquez sur l'onglet du haut, le menu déroulant, vous allez voir qu'il y a des activités pour les 3 compétences de notre programme, donc la communication orale, lire et comprendre des textes, produire des textes variés. Vous avez une section sur les activités pour l'acquisition du vocabulaire, l'orthographe, et ainsi de suite. Vous devriez avoir de quoi vous occuper pour le restant de la fin de semaine. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions, je crois. Non. Donc, merci beaucoup pour votre participation.